Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Bernard Godard. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel et merci infiniment de votre acceptation et surtout votre suivi avec nous dans cette émission qui est dédiée aussi à l'éclairage et en même temps de mettre en avant les vrais acteurs et aussi les professionnels de ce dossier qui ont relation avec l'islam en France. Il faut bien préciser à notre auditoire que M. Bernard Godard, ancien chargé de mission au bureau central de culte du ministère de l'Intérieur, c'est un spécialiste de l'islam en France depuis un certain temps et vous êtes une référence, M. Bernard Godard. Et comme on a parlé, ce jour, on souhaite développer une thématique qui tient à cœur à beaucoup de monde, notamment cette histoire de taxes ou plutôt redevance du halal. Avant tout, qu'est-ce que c'est le halal ici en France? Le halal, c'est comme partout dans le monde, c'est un certain nombre de critères de base qui concernent la nécessité alimentaire, c'est-à-dire que au départ, c'est essentiellement des produits carnés, des produits qui viennent de la viande. Mais par extension, comme quelqu'un a dit, c'est l'extension du champ du halal. On va maintenant, le terme halal a pris une connotation beaucoup plus large et on ne sait plus très bien dans quel registre on l'applique et plus seulement dans le sens de l'accréditation pour les aliments, puisque le mot halal est devenu un mot-clé, même pour parler d'autres dossiers et d'autres faits sociaux. Et alors qu'effectivement l'islam, ma connaissance, n'est pas dans le halal haram, c'est quand même beaucoup plus subtil et c'est beaucoup plus sophistiqué. Mais effectivement, ce mot halal a pris une connotation, un tournant de plus en plus important. Qui défie bien la binarité, ce qu'on appelle la binarité, c'est-à-dire le fait de dire musulman ou pas musulman, halal, haram, c'est-à-dire à chaque fois on place les musulmans dans une espèce d'alternative où c'est permis, c'est interdit, alors que comme toute religion, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus bon voilà. Maintenant le halal proprement dit qui concerne la licéité alimentaire. Bon, assez rapidement, depuis quelque temps, mais ça c'est pas qu'en France, c'est en Europe et même dans les pays musulmans aujourd'hui. Alors c'est très curieux parce que c'est venu d'abord la question du halal, de la licéité alimentaire, c'est plutôt apparu d'abord dans les pays où il y avait une minorité musulmane, ce qui du coup, ça c'est la globalisation du monde. Vous ne pouvez rien plus circule et vous ne pouvez plus mettre une étanchéité entre les pays et tout circule. Donc du coup, le halal il faut qu'on vérifie tout parce que tout circule et donc du coup on n'est plus assuré de la pureté alimentaire de certains nombres de viande par exemple. Le halal. Voilà. Ce qui complique la notion de certification et de contrôle. Oui. Alors donc du coup effectivement la certification qui était un acte là encore une fois, je veux dire en Occident, dans les pays, c'était quelque chose d'assez basique au départ. C'était des professionnels de la viande qui étaient non musulmans, qui s'étaient adjoints les services de gens, des gens d'ailleurs qui travaillaient dans l'abattoir, pour dire écoutez, voilà, ça a été cette viande provient d'un animal qui a été abattu par un musulman. Donc voilà, on en était là. Et ça c'est des années 70, à partir des années 80, les choses sont un peu perfectionnées, puisque il y a eu de plus en plus de débitants de boucherie halal. Et donc du coup, mais on s'est dit, il faudrait peut-être vérifier tout ça, si c'est vraiment halal ou pas. C'est apparu dans les années 80-90, quoi. Et puis d'année en année, on est arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire
avec effectivement carrément une labellisation halal qui pour les gens est très importante. Parce que bon, là aussi il y a des gens qui prenaient le halal, c'était des gens traditionnels et tout, et puis bon, il y avait le cercle un peu plus élargi, et par exemple les gens de l'immigration qui étaient dans l'immigration, ben on s'est dit bon bah de toute façon ils vont consommer comme tout le monde et tout. Ben non, il y a eu un sentiment, alors quelquefois c'est identitaire, quelquefois c'est tout simplement parce qu'on veut poursuivre un petit peu là, on estime que manger halal c'est quand même avoir une certaine fidélité par rapport à sa religion, bon c'est important, ce qui se comprend, et voilà. Donc du coup aujourd'hui on est dans un phénomène global, mondial, dans lequel la France joue un rôle non négligeable, il faut le reconnaître. En particulier au travers de tout ce qui a pu être promu sur l'exigence de la laïcité ou pas. C'est un laboratoire un petit peu la France à ce titre-là, parce que ce qui se passe en France est un marqueur qui ensuite va avoir de l'influence dans d'autres pays. C'est-à-dire que si vous voulez, il y a eu un cheminement particulier qui est celui d'organismes de certification qui sont apparus, comme je vous l'ai dit, qui étaient liés à des professionnels. Et ensuite, à partir de la date exacte, c'est 94, il y a eu l'État s'est un peu mêlé de cette affaire entre guillemets, dans la mesure où ils ont voulu favoriser à l'époque la mosquée de Paris, si je ne sais pas quoi, ils ont voulu accorder à un établissement, une institution musulmane, le monopole de la certification. Voilà. Et ça, c'était une idée. Alors, simplement, il faut rappeler que cette idée-là est venue donc chez les administrateurs, enfin disons les gens du gouvernement à l'époque, en disant on va faire comme le Beddin juif. Grosse erreur, parce que le Beddin, c'est quelque chose de religieux. Vous voyez, ce sont des gens qui sont accrédités par une institution religieuse. Mais en islam, il n'y a pas d'accréditation religieuse pour certifier, qui concerne tout l'abattage. Il faut être un musulman, certes, bien portant, etc. Mûr, enfin il y a un certain nombre de critères, mais il n'y a pas d'institution religieuse musulmane qui accrédite des gens pour procéder à l'abattage ou pour vérifier la nécessité alimentaire, alors que ça existe bien sûr dans la religion juive. Donc du coup, on a transposé une manière de faire les choses qui était la manière plutôt dans la loi mosaïque et qui n'existait pas en islam. Du coup, donc, voilà, je dis simplement pour les débuts, il y a eu un décret qui a été pendu par le gouvernement. À l'époque, elle dit dorénavant, les sacrificateurs accrédités auprès des différentes abattoirs le seront par une institution religieuse, en l'occurrence la mosquée de Paris. Et si vous voulez, si vous voulez, l'idée c'était que finalement, à partir du moment où l'accréditation vient de la mosquée de Paris des abatteurs, des gens qui procèdent à l'abattage, ça veut dire que derrière, il y a tous les contrôles, il y a toute la vérification. Or non, pas du tout. Les professionnels de la viande à l'époque, les semi-grossistes, il y avait beaucoup d'Algériens d'ailleurs, on dit non, nous, oui d'accord, on peut traiter avec la mosquée de Paris pour effectivement aller chercher des certificats de sacrificateurs, mais bon, nous on continue notre business normal, on n'a pas besoin, on n'a pas d'obligation à verser une taxe, etc. Enfin bon, bref, l'affaire n'a pas marché, mais bon, la mosquée de Paris a conservé cette habilitation à nommer des sacrificateurs, ce qui lui a donné, bon, attention, a priori, juridiquement parlant, d'un point de vue islamique, ça lui donnait pas plus de pouvoir, mais attention, ça a quand même donné une crédibilité pour la mosquée de Paris, par exemple, en particulier pour dire, surtout non musulmans, eh bien, on va les chercher. C'est une référence, il devient une référence, M. Godard, si j'ai bien compris. Voilà. Et donc, du coup, ce qui s'est passé en
en 96, deux autres mosquées, la mosquée de Lyon, qui est, comme d'habitude, se distinguait de la mosquée de Paris, parce qu'on avait pour coutume de la dire un peu affiliée à la mouvance algérienne, mais bon, la mosquée de Lyon s'est toujours distinguée, quand même. Si vous voulez, donc on en a dit, on va accorder effectivement un décret accorder à la mosquée de Lyon, à la mosquée d'Evry, la capacité de nommer des sacrificateurs. Hein. Alors, en revanche, si vous voulez, ces deux mosquées ont été beaucoup plus systématiques que Paris, c'est-à-dire que la mosquée d'Evry a forgé tout de suite son propre organisme de certification. Hein. Alors je précise toujours, hein, pour parler de certification, qu'il n'était pas accrédité forcément par l'État. L'État ne donne pas une accréditation pour la certification, il donne pour nommer des sacrificateurs. Je dis ça parce que pas d'autorisation de l'État pour la certification. Il n'y a pas de mandat précis de l'État français. Bon, chose parce que par exemple, la mosquée d'Evry essaye de faire croire ça. Voilà. Donc ces gens-là, donc ces deux mosquées, j'ose dire, ce sont des mosquées qui sont hors la loi, autrement dit. Ah non, pas du tout. Mais non, mais elles ont le droit. Non, mais elles ont le droit parce que tout ça est contractuel. C'est là que bon, ils disent ça, mais bon, je veux dire par là que beaucoup de professionnels quelle est la nuance entre sacrificateur, certificateur. Mais bon, là, il s'avère que certains d'autres ne suivent pas la question de près, et donc du coup disent oui, je vais prendre quand même. Et puis en plus, tout ça c'est du dumping parce que la mosquée d'Evry, comme elle fait un petit prélèvement, mais bon, elle est beaucoup moins coûteuse pour ces organes de profession parce que les contrôles sont beaucoup moins sérieux que dans le cas d'autres officines de certification. Vous voyez le cas de Lyon et de Paris. Alors non, Lyon, c'est quand même Détroit, c'est quand même, on peut dire, c'est le plus sérieux et c'est le plus rationnel, le plus, en termes d'entrepreneuriat, c'est quand même celui qui a tout de suite été beaucoup plus rationnel, beaucoup plus managérien, on va dire. Et donc du coup, la mosquée de Lyon, elle nomme les sacrificateurs, mais ils sont accrédités ensuite pour opérer la certification. Hein. Ce sont les sacrificateurs qui certifient. Il faut toujours garder en tête un petit peu cette notion de sacrification d'un côté, c'est-à-dire donc d'abattage, hein, c'est ça de peur des ouvriers de l'abattoir. Ouais. Et ensuite, celui qui a la capacité, qui est doté d'une capacité de certifier par un mandat de la mosquée. Et dans le cas de Lyon, voilà, dans le cas de Lyon, c'est la plupart des sacrificateurs sont en même temps des gens qui apposent un tampon. D'accord. Et du coup, sont dans un système, la GRML, l'association de gestion du rituel musulman à la mosquée de Lyon, qui effectivement obéissent à un ordre dans une entreprise qui est gérée à partir de la mosquée de Lyon. Et donc voilà, il y a une certaine rationalité dans la gestion de cette, on va dire, de cette certification. Voilà, c'est la seule de nos trois mosquées. Hein. Si je me permets de résumer un petit peu ce que vous êtes en train de me dire depuis tout à l'heure, Monsieur Godard, c'est un résumé, je parle. Hein. Donc, quoi qu'il arrive, on mange plus de halal à Lyon qu'ailleurs. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est simplement que... Non, parce que je vous ai parlé de ces trois mosquées, et simplement, il y a tout le reste. Ça représente qu'une partie de la certification. Hein. Ouais. Donc, du coup, il y a ensuite alors depuis le temps, depuis les années, là je dis 90, oui, surtout, il y a eu des organes de certification, AVS, à votre service, oui. Et puis beaucoup plus récemment, d'autres comme Halal Service, ou alors, je vais citer quoi l'autre Et les Turcs, M. Godard, et les Turcs, ils ont quelque chose? Pardon? Les Turcs, est-ce qu'ils ont quelque chose en termes de certification? Non, mais les Turcs, si vous voulez, il y a des organismes de certification d'Allemagne par rapport à des produits qui viennent d'Allemagne, etc. Alors donc du coup, par exemple les kebabs et tout, beaucoup sont achètent forcément la viande, mais eux non, ils n'ont pas un organe spécifique de certification. Voilà. D'accord. Mais il y a d'autres, et puis la dernière, et puis il y a Shahada, la petite dernière, j'ai envie de dire, qui a déjà 10 ans, mais qui effectivement est apparue sur le marché. Donc il y a quand même, avec des systèmes de gestion, avec des gens plus jeunes, etc. Simplement, si vous voulez, tous ces nouveaux
AVS n'est pas nouveau, puisque ça a été créé presque la à première. la fin des années 80, ouais. C'est parmi les premières. Mais pourquoi je donne le modèle d'AVS? Parce qu'ensuite, Land Service ou Ashada a suivi. Ce sont des gens qui se sont mis, alors là, carrément, qui ont fait de la gestion d'entreprise moderne, on va dire. D'accord. Et du coup, on est passé d'un peu de l'artisanat, du bricolage, j'ai envie de dire, hein, avec les deux mosquées surtout, et puis après, bien sûr, déjà à l'époque, je vous l'ai pas dit, mais simplement il faut le mentionner, il y avait quand même des petites officines qui étaient attachées directement à 2-3 abattoirs et qui certifiaient, enfin, qui étaient, bon, on va dire, plus dépendantes des professionnels de la viande que complètement autonomes. Hein. Bon, mais il y avait des gens comme ça, et ça existe, il y en a que certaines qui existent encore. Hein. Mais bon, si vous voulez, à partir du moment où est apparu AVS, il y a eu quand même un changement notable. AVS, il est connu avec une grande décision qui a été prise jusqu'en 2018, si je ne me trompe pas, avec de ne pas cautionner l'Eid al-Adha en 2018, comme quoi il ne respecte pas d'un sacrifice islamique. C'est de la politique, parce que AVS, c'est depuis le début que la plupart des moutons, si vous allez chercher la petite bête, c'est le de dire, bon, il y a des imperfections, il y a des choses qui vont pas du tout. Hein, ce sont des animaux, bon, qui sont exportés pour la plupart de l'étranger, de l'Angleterre beaucoup. Bon, il y a un certain nombre de questions. Donc, ce qui est vendu en supermarché, parce que AVS est donc concerné comme d'autres, c'est pas tellement l'abattage du mouton qui est c'est surtout le fait que c'est ensuite au supermarché. Et donc du coup, AVS, je sais très bien, la plupart des animaux qui étaient abattus, qui étaient exposés en supermarché pour être achetés le jour de l'Aïd, tu l'avais. Donc du coup, ça répond pas à la sunna. D'accord. Voilà. Pourquoi 2018 particulièrement, tout d'un coup, AVS s'est mêlé de dire ah ben non, c'est pas parce que bon, il y avait de la concurrence par ailleurs par rapport à ces nouvelles et surtout à Shahada par exemple, et donc il fallait qu'ils soient encore plus vigilants et ils commençaient à avoir des critiques en disant AVS qui était réputé être l'organisme le plus sérieux sur la certification. Finalement, ils sont pas regardant que ça. C'est une base importante pour la société islam mondiale, AVS. Oui. Voilà, donc ça oui, aussi. Tout à fait. Oui. Donc c'est une institution pour eux, c'est une association qui permet le contrôle, la certification du halal. C'est cette société qui s'appelle Islam mondial. Le souci qui se pose, Monsieur Godard, mis à part parce qu'on a parlé, on a donné un petit aperçu, parce que le dossier il est assez grand quand même, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a parlé un petit peu les tenants, les aboutissants, comment ça a démarré depuis la période de M. Pasqua, ce décret qui a été donné à la mosquée de Paris, et après il y a d'autres qui commencent aussi à demander leur part du gâteau quelque part. Nous aussi on sait faire à Lyon, à Ivry, ailleurs, hein, donc ils sont nombreux. Oui, bien sûr, voilà, donc quelque part tout ça ce n'est pas assez clair en vérité. Ce n'est pas assez clair. Ce n'est pas assez clair parce que là où il y a l'argent, il y a quelque chose qui ne va pas. Là où il y a l'argent, on dit il y a le diable. Donc, c'est quoi, dans un premier temps, si vous le permettez, les mannes pécuniaires, monétaires de cette taxe halal? Comment ça se passe? C'est quoi cette taxe halal? Ou bien cette redevance halal? Parce que quand on parle taxe, comme vous l'avez bien expliqué au téléphone, c'est autre chose. Cette redevance, vous pouvez nous donner quelques détails là-dessus? Comment ça se déroule? Si vous voulez, oui, c'est pas une taxe. Une taxe, c'est le mot taxe s'applique à un prélèvement qui est effectué par l'État pour une prestation sociale ou autre. Mais donc c'est l'État qui a le monopole de la taxe. Donc la redevance halal ne peut pas être une taxe. C'est interdit, bon, la loi de 1905 bien sûr, mais en général, bon, c'est les religions elles-mêmes, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez bien que c'est impossible que l'État cautionne le prélèvement quelque chose de religieux, quoi, d'un impôt religieux.
Bon, et du coup, ça s'appelle une redevance, un prélèvement, je sais pas comment on peut l'appeler. La question de fond, c'est que les gens, si vous voulez, ils confondent, parce que c'est difficilement compréhensible de penser qu'à un moment donné, il y a eu un acte volontaire de la part de l'État, et c'est vrai, parce qu'ils ont continué. Pourquoi ils ont donné l'accréditation à la mosquée de Paris? Tout simplement parce qu'ils ont pris l'exemple du Bédine juif. C'est effectivement un décret aussi qui a été pris pour donner à l'époque l'accréditation au Bédine de Paris, de délivrer des sacrificateurs. Bon, alors dans le cas juif, ça a quelque chose de vraiment particulier, parce qu'un sacrificateur, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a vraiment une compétence, qui a passé un examen religieux et tout, donc il y a quelque chose de religieux. Dans le cas ce qu'on appelle sacrificateurs musulmans, ce ne sont pas des sacrificateurs, c'est pas un sacrifice. Le sacrifice, c'est le jour de l'Aïd. Oui, d'accord. Exact. C'est pas dans un abattoir. On fait pas de sacrifice. C'est la consommation, ça. Oui. Voilà. Mais bon, voilà. Maintenant, ce que vous dites par rapport à la taxe, c'est compliqué. Il faut quand même dérouler la question, parce que le halal, comme on dit, c'est effectivement, voilà, c'est clairement identifié par rapport aux détaillants qui vendent de la viande, c'est-à-dire des produits, des animaux abattus qu'on découpe, etc., dont on certifie les morceaux. Et puis après, il y a tous les produits dérivés. Vous avez cité Isla Délice, par exemple. Ils font des saucisses halal, etc. C'est un marché énorme pour Isla Délice. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont que le succès de AVS est réparti. C'est parce qu'ils étaient les certificateurs des produits dérivés. Saucissons. Voilà. Bon, puis maintenant, vous avez même dans les cosmétiques et tout. C'est pour ça, quand je vous disais que le halal, ça a dérivé complètement, il n'y a pas de halal, mais c'est l'extension du champ du halal. Il y a du halal partout. Là où ça devient même. Même dans les œufs, M. Godard, j'ai vu moi-même. Donc il y a des œufs halal. Non, mais ça frise ridicule. C'est quand, par exemple, ça c'est la Malaisie, mais pour d'autres raisons, qui mettent du tampon halal sur tous les produits. Écoutez, du coup, la redevance, effectivement, elle n'est pas assise, elle n'est pas établie. Vous voyez, avec un barème, etc. Il n'y a pas. Les forfaitaires. Il y a une somme, alors ça peut arriver. En général, la base, effectivement, ce qui est très logique, c'est de prélever tant alors c'est 1 centime, 2 centimes, 3 centimes par kilo, 5 centimes, 10 centimes, ça dépend. Mais si vous voulez, ça c'est la base. Il y en a qui le pratiquent. Ça se pratique dans certains abattoirs, etc. Ensuite, il y en a des gens qui font du forfaitaire. Par exemple, la mosquée d'Evry qui contrôle pratiquement rien, qui est là dans le présent, effectivement, pour signer des contrats avec les abatteurs, c'est une somme forfaitaire. Donc, vous voyez qu'on est quand même... Attendez, s'il vous plaît, M. Godard, parce que vous êtes en train d'évoquer quelque chose de très important qui concerne tout le monde. Là, on va prendre cet exemple-là. Vous avez dit comme quoi la mosquée de Ivry pratique une somme forfaitaire par rapport aux abattoirs, par rapport à cette redevance. On est bien d'accord. Cette donc, elle est pas structurée, cette redevance, si j'ai bien compris. Donc, c'est les forfaitaires, et elle n'est pas contrôlée, si j'ai bien compris, dans ce cas-là. Non, pas du tout. Mais qui va contrôler? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que personne ne contrôle personne. Et pourquoi les abattoirs payent? Et pourquoi les abattoirs payent cette redevance? C'est un rapport contractuel. Vous avez d'un côté un abattoir qui dit produire de halal, parce qu'elle a parmi ses employés un certain nombre de sacrificateurs qui ont été chercher les habilitations de chaque mosquée. Et ensuite, vous avez en face l'acheteur, et puis l'organisme de certification, en l'occurrence, on parle d'Evry, qui va venir dire, écoutez, voilà, moi je vais vous certifier des choses, je vais vous garantir que ce que vous vendez comme halal avec l'abattage, avec la filière et tout, et voilà. Donc, sans contrôle. C'est contractuel. Sans contrôle.
des contrôles, moi je suis pas derrière eux pour savoir s'ils contrôlent ou pas. Bon, mais c'est vrai que là, bon, je rapporte un petit peu tout ce qu'on entend par rapport aux critiques qui leur sont adressées, qui disent que, effectivement, bah, ils n'ont pas le personnel pour, parce que ça a un coût tout ça quand même. Attendez, bon, vous pouvez pas, c'est parce que si vous avez des sacrificateurs qui ne sont des certificateurs qui ne sont pas des employés de laboratoire, bah, qui a le tampon qui tape, etc. Bah, il faut que vous nommiez des personnes pour venir. Bon, d'abord effectuer l'acte de certification, hein, apposer le tampon, mais aussi contrôler, c'est-à-dire dire bon, effectivement, montrez-moi les factures. Enfin, ça a un coût. Et puis bon, mettre en place des systèmes, c'est ce qu'a mis par exemple AVS à un moment, à mettre un système de garantie, c'est-à-dire de dire, je vais pas vous dire dans les détails, mais il y a quand vous voulez faire de la certification, et puis l'assurer vis-à-vis, bah, ne serait-ce que par exemple pour le bio ou pour n'importe quel label, il y a quand même un organisme qui est mis en place, il y a un cahier des charges, il y a des vérifications, des points de vérification qui sont effectués, de contrôle à chaque fois, tout ça a un coût. Hein, ça demande d'employer des gens, etc. Et du coup, si vous voulez, bon bah il y a certaines organismes de certification qui sont qui sont pas très regardants. Bah, ils font confiance. Oui. Mais la question, Monsieur Godard, merci infiniment déjà par rapport à cet éclairage de terrain. C'est très important parce que vous êtes un homme, un expert. Hein, donc si vous faites ça, moi en tant que musulman, je dois vous dire merci. Voilà, on soit clair. Je le dis avec toute la sincérité que vous connaissez sur moi. Donc, je vous dis merci parce que c'est très important qu'un éclairage d'un expert comme vous se fait sur un dossier d'OTA qui concerne ce que les musulmans espèrent faire rentrer dans leur ventre, que du halal et d'autres qui en abusent. Donc, maintenant, à travers cette émission, j'appelle le recteur de la mosquée d'Ivry, Monsieur Khalil Merroun. S'il a des explications à nous donner par rapport à ce processus de halal par rapport à la mosquée d'Ivry, qu'il nous donne son explication, qu'il nous donne son point de vue et qu'on nous démontre comme quoi lui aussi, elle respecte la procédure pour cette viande halal, de la certification, du contrôle et aussi éventuellement, pourquoi pas, la garantie que les musulmans, et notamment de Ivry, qui dit Ivry de la région parisienne, sachent comme quoi ils mangent du halal. Parce que quelle que soit la somme, Monsieur Godard, quelle que soit la somme, petite ou grande, on s'en fiche complètement. Cette somme, il faut qu'il y ait une contrepartie. On ne peut pas prendre de l'argent sur quelque chose qui n'est pas vrai. Ça, on rentre dans le fraude là. Oui, mais là, la fraude, oui et non, puisque il faudrait qu'il y ait un contrat qui ait été signé, dans lequel on spécifie ce que je vous ai dit, cahier des charges et tout, et qu'à un moment, la personne qui s'est engagée à respecter un cahier des charges, je pense que c'est le certificateur, hein, ne le respecte pas, et donc il y a une fraude. Vous voyez mais il faut se méfier aussi de la surenchère de l'autre côté, parce que, bon, je vous ai parlé d'AVS, de Shahada, de Halal Service. Bon, eux, leur intérêt, si vous voulez, bon, ils sont pas adossés à une mosquée, du coup, qui nomment les sacrificateurs, ils ont pas une histoire, une ancienneté. Alors, ils ont créé ce qu'on appelle un cercle vertueux. Hein, en gros, c'est en disant cercle vertueux, c'est-à-dire que vous faites une charte, vous dites bon ben nous, voilà, on va rentrer dans la certification en l'occurrence. Bon, on connaît les actes et tout, mais nous on va exiger voilà en plus un certain nombre de garanties par rapport à ça, de manière à ce que le consommateur soit assuré et tout. On a aussi en face des gens parce qu'on est dans du commerce là, hein. Le religieux on oublie là. Hein. Il n'y a plus de religieux là, il n'y a plus de religieux là. Non, on est dans du commerce. Non pas que les gens soient pas religieux, attention, je n'accuse pas. Non, je parle de la procédure. Je parle de la procédure. Mais on est dans du business. Ouais, c'est ça. Voilà, on est dans du business. Il faut qu'à un moment, vous avez un concurrent, ben vous fassiez valoir que ce concurrent, ben, il est moins bon goût, qu'il ne vous garantit pas un produit qui est satisfaisant. C'est ça la question. Bon, et du coup, si vous voulez, il y a aussi une surenchère des de certification, j'ai pris AVS par exemple ou d'autres, en disant mais nous, attendez, avec nous vous allez être assuré d'un vrai contrôle, etc. Alors, c'est pas tout à fait faux, hein, mais en même temps, bon, je sais que par exemple AVS, bon, ils ont fait venir en direct des viandes dont la certification était douteuse. Voilà, c'est une réalité, ça. Bon, mais ça ne veut pas dire que c'est douteux. Et puis d'un autre côté, il faut faire attention, c'est que les abattoirs, des professionnels de la viande, hein, non musulmans pour beaucoup,
ces gens-là, ils ont compris que, bon, bah, d'accord, c'est un peu la pagaille et tout, mais il vaut mieux qu'ils se garantissent au moins le minimum, abattage sans étourdissement, etc. Donc, ils ont installé des pièges pour l'abattage des bœufs, par exemple, etc. Donc, ce sont pas quand même des gens qui vont systématiquement ne pas vous livrer. Vous voyez ce que je veux dire? Du halal. Ils se garantissent eux-mêmes en disant un jour ça risque de se retourner contre nous. Donc on est bien content d'être avec telle ou telle officine, mais bon, prenons toutes nos garanties pour faire du vrai halal. Aujourd'hui, en 2020, on n'est pas comme il y a 20 ou 30 ans, où effectivement, bon bah oui. Il y a une question, M. Godard, qui m'interpelle. Au départ, vous avez bien dit, vous avez bien précisé les choses, comme quoi c'est depuis la période de M. Charles Pasqua qu'il y avait ce décret qui a été accordé à la mosquée de Paris. Donc, l'État, il s'est mis dans l'affaire, quelque part, avec ce décret. Oui. Alors, est-ce que l'État, parce que là, tout est basé sur ce décret, si j'ai bien compris. Le tout. Non, mais si vous voulez, là, alors là, bon, je sais que c'est un peu compliqué, mais quand vous prenez la loi de 1905 en disant l'État ne reconnaît aucun culte, c'est vrai, et puis bon, hein, il faut moduler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va pas dire c'est la mosquée de Paris qui est l'organe officiel de représentation du culte. Mais regardez en 94, quand effectivement on était une époque où on était dans les prémices de la Constitution, de la CFCN, etc. Il faut bien qu'on ait quand même un interlocuteur musulman. On ne va pas dire lequel. C'est pas à nous à dire quel est le bon et le mauvais. Hein. Pourquoi pas? Et pourquoi pas ce décret ne prend pas fin? Ouais. Là, sera plus juste. Si vous voulez, oui, non, mais ce décret pourrait prendre fin. C'est sûr que d'abord un décret, ça s'annule pas comme ça, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait une procédure. Il y a une procédure. Qu'il y ait des causes. Non, mais si vous voulez, des acteurs qui sont dans cette affaire, ça veut dire que vous allez rentrer, si vous annulez ce décret, c'est qu'à un moment donné, vous allez non pas prendre position pour savoir, va se reposer la question de la légitimité de tel ou tel organisme pour représenter les musulmans. Mais il y a aucun, mais vous le savez mieux que moi, M. Godard, il n'y a aucun organisme qui représente les musulmans jusqu'à ce jour. Le CFC, voilà, c'est la question. Oui, le CFCM, malgré tout ce qu'on peut dire, ça reste une coquille vide. Et vous connaissez ça mieux que moi. Mais à part ça, quelle mosquée qui représente les musulmans? Aucun. La coquille vide, je suis d'accord, de point de vue des musulmans eux-mêmes. Mais si vous voulez, si l'État retire la mosquée de Paris, la mosquée d'Evry, la mosquée de Lyon, d'accord. Bon, je sais que ça s'est discuté pendant un moment. On va donner au CFCM la capacité. Bon, le CFCM s'est révélé incapable effectivement de créer une structure. Pourquoi pas, hein, théologique, qui disait, bon, ben voilà, qui garantissait, mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'être un grand théologien pour faire un organe de support de tout ce qui concerne la certification. Exactement, voilà. Là, une démarche qui peut confirmer la loi 1905, d'un côté. D'enlever tout ce qui est amalgame vis-à-vis de l'État avec ce décret qui date d'un certain temps et qui pose un réel problème parce qu'il y a d'autres qui en abusent. Ça, c'est important. Et trois, plutôt, le plus important de tout ça, c'est qu'on donne quand même un peu d'éléments pour que le CFCM puisse avoir de la matière pour dire, tiens, moi, je suis l'unique certificateur, l'unique contrôleur, c'est à lui d'assumer sa responsabilité par rapport à l'ensemble des abattoirs à travers l'Hexagone. Et on rentre de quelque chose de concret. Ça, c'est valable aussi par rapport au pèlerinage. Ça aussi, c'est valable aussi par rapport à la date du début de Ramadan et la fin du Ramadan. On s'adresse plus jamais à la mosquée de Paris. Pourquoi on s'adresse à la mosquée de Paris vu qu'il y a un CFCM? Oui. Non mais attendez, la mosquée de Paris, on s'adresse pas, c'est en 94, à l'époque où le gouvernement, c'est Charles Pasqua, qui est ministre de l'Intérieur, s'est dit, eh ben écoutez, voilà, ça va être une manière de légitimer, si vous voulez, le côté institutionnel de la mosquée de Paris. Ben voilà, l'organe officiel du culte sur lequel s'appuie le gouvernement français s'il a besoin effectivement d'avoir des relations avec le culte musulman, ça sera la mosquée de Paris. Et donc il y a eu ça, mais il y a eu d'autres actes. Il n'y a pas eu que le décret de 94, il y a aussi la tentative de rouvrir l'Institut musulman de la mosquée de Paris, de le refaire fonctionner. Bon, tout ça était sur un projet beaucoup plus vaste. Hein. On était dans un contexte sécuritaire aussi, il ne faut pas oublier. En 94, justement.
c'était Justement. différent. Mais c'est vrai qu'en 96, bon bah on a dit ah bah ouais les Marocains, bah, c'était une gestion un peu bon bref, pas très rationnelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah ben les Marocains, bah oui c'est vrai au fait, oui il y a des Marocains aussi. Ah ben la mosquée de Lyon, oui la mosquée de Lyon. Alors c'était beaucoup plus les Français musulmans. Bon, voilà, c'est un peu du bricolage tout ça. C'était pas, on n'a pas réfléchi à l'époque. Justement, vous avez tout à fait dit la vérité, c'est du bricolage. Parce que le souci qui se pose, Monsieur Godard, c'est qu'on vit une période très difficile actuellement. Et vous l'avez dit au départ, c'est très important sur le plan historique. Au départ, il n'y avait pas beaucoup de musulmans. Il y avait, la migration, elle était Oui, limitée. c'est ça. Maintenant, le nombre de musulmans est autour de 6 millions de personnes. Donc, il y a du monde. Et ces gens-là, il faut les organiser d'une manière plus professionnelle. Parce que le bricolage, comme vous l'avez bien dit, à droite, à gauche, sur un certain nombre de dossiers, ça nous a donné les attentats de 2015. Oui, mais c'est vrai, pour sur cette histoire du halal, en tout cas, c'est une bonne illustration. L'exigence, c'est qu'on a pensé que, et ça c'était l'état d'esprit dans les années 90, hein, que à partir des années 2000, bon bah ça c'est important, mais c'était pour les vieux, pour les trucs, et puis après tout ça rentre. Je dis pas qu'on a pensé que les gens n'allaient plus consommer halal et tout, mais on n'était pas loin de ça quand même, vous voyez. Mais voilà, donc on disait que ça c'est des questions qui vont se résoudre, l'Aïd el-Kébir, etc. Et puis dans le fond, il s'est avéré que les nouvelles générations, les jeunes générations à l'époque, hein, qui ont déjà une cinquantaine d'années maintenant, bon bah non, ils ont voulu continuer à observer un certain nombre de rituels, et on a, si vous voulez, un renforcement de la partie rituelique à l'intérieur du territoire. Donc du coup, c'est un phénomène qu'on n'avait pas anticipé. La deuxième chose, c'est le fait qu'on soit dans la globalisation, c'est-à-dire que dans le fond, partout, ce qui est vrai, c'est alors bon, certains vont dire hein, c'est un réflexe identitaire et tout, etc. Bon, je discute pas cette interprétation, mais on a dit, des gens ont dit non, on veut manger du halal, et le halal c'est, on veut vraiment, et donc du coup les nouvelles générations ont dit bah attendez, qu'est-ce que c'est ce bazar il faut mettre un peu d'ordre là-dedans, et vous avez raison, il y a un décalage énorme entre l'islam tel qu'il était perçu par les pouvoirs publics, mais aussi l'islam tel que le vivaient un certain nombre d'officines qui s'occupaient du cultuel, parce que dans le fond, la vague des musulmans, la majorité des musulmans ne s'en préoccupaient pas beaucoup, hein, même s'ils voudraient avoir le halal. Donc du coup, aujourd'hui, dans une situation un peu pris en otage entre, si vous voulez, ces officines qui sont plus ou moins sérieuses et tout, pas rationnelles d'une part, et ceux qui veulent créer un cercle vertueux, dont ils prétendent que ce cercle vertueux, il est basé sur des règles coraniques. Il y a peut-être, mais il y a aussi une surenchère, c'est-à-dire qu'on va chercher du halal, l'histoire des viandes séparées mécaniquement. Bon, d'un point de vue de la qualité, effectivement, on sait, je ne vais pas rentrer dans le détail, ces viandes séparées mécaniquement, les VSM, bon, c'est pas forcément la qualité et tout. Bon, ben par exemple, les gens, bon, Shahadal a été le premier à le faire, d'autres aussi, je pense que d'autres vont aller dans ce sens-là. Ils disent, mais non, nous on fait pas de VSM parce que c'est pas halal. Mais ça n'a rien à voir avec le halal. Vous pouvez manger des VSM halal, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Et c'est quoi ce VSM justement, parce que j'ai vu des articles, j'ai vu en même temps des vidéos, M. Godard, hein, qui sont pas tout à fait voilà. Et on a vu comme quoi il y avait un mélange aussi entre de la viande de tous bords. J'ai dit de tous bords. Oui, bien sûr. Mais parce que non mais qu'il y a la viande de tous bords, etc., je suis tout à fait d'accord. Mais sur le principe, dire que la VSM n'est pas halal, en soi, en quoi, qu'est-ce que le halal a à voir avec le VSM? Oui, j'essaie de raisonner rationnellement. Après, effectivement, les effets pervers des VSM, c'est que vous pouvez avoir des viandes qui vont se mélanger, etc. Mais vous savez, c'est un peu comme la fameuse histoire de saucisserta. Bon, effectivement, si vous avez des ADN de porc dans le machin, bah oui, mais à ce moment vous n'en sortez pas. Bon bah oui, non mais c'est un peu cette surenchère. Il faut se méfier aussi de ces, parce que c'est des pour des raisons. Alors moi je m'élève en faux. Bon, je sais que pour avoir une lecture idéologique de cette affaire, puisqu'il y a certaines
un certain nombre de gens qui disent, AVS, Shahada et d'autres, ce sont des gens qui sont idéologiquement avec les frères musulmans, avec les salafistes, etc. Moi, j'ai vu le début d'AVS, comment ça s'est revendu, que c'était exploité ensuite par des organismes beaucoup plus idéologiques. Oui, c'est possible. Mais au départ, c'est du business. Je ne crois pas que ce soit l'idéologie qui guide. Alors que ce soit des gens qui sont idéologiquement engagés, qui se servent de cet argument, oui, c'est possible. Bon, Shahada, on sait très bien que c'est un peu plus rigoriste que la tendance frériste. Pourtant, un moment, la tendance frériste, c'était ça quand même qui était qui partout. Mais il faut se méfier de lier trop l'un à l'autre. Mais en tout cas, si vous voulez la surenchère en matière de halal, il faut toujours être prudent. D'ailleurs, vous avez bien vu que récemment, il n'y a pas très longtemps, on a enlevé à un certain nombre d'organismes la position du terme à agriculture biologique qu'ils avaient pratiqué, parce que on disait mais non, attendez, c'est pas parce que halal plus biologique, c'est pas parce que c'est biologique, il y a un cahier des charges qui correspond à un certain nombre de choses, mais l'agriculture biologique vous mettez sur halal, parce qu'ils disaient voilà, alors AVS sont très malins puisqu'ils ont dit on fait du halal naturel. La nature, donc ils vendent un produit qui est effectivement mais ils n'ont plus le droit de mettre AB, agriculture biologique. Donc vous voyez que c'est des techniques commerciales. Oui, non, mais ça c'est clair, c'est clair que c'est commercial, parce que dans le fond, le halal en soi, c'est très simple, c'est pas quelque chose de compliqué, quoi. Mais c'est avant de passer à une dernière question, si vous le permettez, sur un deuxième volet qui nous concerne tous, cette influence grandissante que je commençais à le traiter depuis un certain temps maintenant, des religions dans l'espace laïque, donc chose à dire là-dessus. Il y avait un certain nombre d'intervenants. Juste un dernier mot, si vous le permettez, par rapport à ce dossier de halal, parce que jusqu'à maintenant, cet argent, cette redevance qui est perçue par ces organismes, quel que soit cet organisme, quelle que soit cette mosquée, c'est au nom du musulman. Au nom du musulman, parce que eux, ils disent on certifie une viande pour les musulmans. C'est pourquoi ils se permettent de ramasser cette redevance. Normalement, cette redevance, mise à part les frais, je parle des frais qui devront l'être. Il faut quand même introduire cette notion de frais, oui, voilà. Tout à fait. Donc, malgré les frais, il part où cet argent? Oui. C'est la question que je me pose. Il part où cet argent? Parce qu'on ne la voit pas sur le terrain vis-à-vis des musulmans. Non, c'est sûr, c'est vrai. Mais bon, je ne sais pas, vous savez, ça a été, je crois que c'est en 2016, la mosquée de Paris elle-même s'est dit, oh là là, je suis en train de, si on continue avec l'organisme de contrôle qui s'appelle SCVH, qui était effectivement, qui avait, c'était plus ou moins contractuel, mais enfin, SCVH, elle faisait sa vie en dehors pratiquement de la mosquée de Paris, même si c'était lié contractuellement, et qu'elle avait le logo de la mosquée de Paris. Ils ont dit 2016, le recteur de la mosquée de Paris, il a dit, non, attendez, SCVH ne fait plus partie, ils apposent notre logo, la mosquée de Paris et tout, parce qu'ils ont senti le boulet là, en disant, mais on est en train de remettre en cause l'habilité de notre lucidité, mais halal, donc du coup, il a, donc il a plusieurs prestataires. La mosquée de Paris ne voulait plus être liée à, une mauvaise vision, en discrédit, qui venait de halal et du manque de sérieux de la certification de cet organisme auquel ils étaient liés depuis les années 90, milieu des années 90, vous voyez. Donc du coup, comment vous dire, alors que Évry par exemple c'est beaucoup plus tenu à l'intérieur de la mosquée d'Évry, c'est pas une organisme extérieur, tout ça est bien contrôlé. Lyon, alors là c'est très rationnel, c'est plus transparent, etc. Mais bon, les retombées de ces redevances partent où, M. Godard? C'est la question qui pose l'ensemble des musulmans. C'est comme d'autres argents, mais attendez, il faut aller demander d'abord à ceux qui sont, d'abord je vous ai dit, il y a des organismes de contrôle qui sont, ça existe encore, qui sont attachés à des abattoirs, à des entreprises, donc du coup, eux, le coût il est au minimum et tout, etc. Ils payent les employés qui procèdent à la certification, etc.
Ensuite, vous avez les mosquées elles-mêmes. La mosquée de Paris en 2016 a pris la distance avec SCVH, donc cet organisme privilégié, et donc ça veut dire qu'elle le redistribue par rapport à d'autres gens. Bon, là aussi, bon, il y a des gens qui profitent. Je vais pas rentrer dans les détails, mais et puis la mosquée de Lyon, bon bah elle a un coût, elle a des bénéfices, ça permet de financer les activités de la mosquée de Lyon, etc. Voilà. Donc après vous avez les organismes de certification comme AVS, je vous ai dit, Halal Service par exemple, et d'autres encore. Hein. Je n'ai pas tous les noms, mais vous êtes en train de mettre l'accent, Monsieur Godard, sur quelque chose de très important quand même. Vous avez, si je bien compris un petit peu, ces gens-là, ils ont cette source d'argent, hein, quelque part. Hein. Donc, donc cette source d'argent, et ils l'utilisent pour eux, pour leur mosquée, pour leur institution. Mais les musulmans, autant que musulmans, parce que cette mosquée de Lyon, mosquée d'Ivry ou mosquée de Paris, ça ne concerne qu'une partie de ça. Par contre, il n'y a aucun programme qui concerne l'ensemble des musulmans. Pourquoi pas qu'il y a une collecte entre l'ensemble de ces gens-là qui en profitent de cette redevance et de créer un plan. Là, je lance un appel dans ce sens par rapport à ceux qui décident dans ce dossier. Pourquoi pas qu'il y a une collecte de cet argent dans son ensemble. Bien entendu, on va enlever les frais qui vont avec et de l'exploiter par rapport à la formation des imams, par rapport à l'intégration et de la compréhension de la laïcité ici en France, par rapport, par exemple, à des programmes auprès des collèges, auprès des écoles. Il y a beaucoup de choses à faire, mais cet argent, il part où? Il part dans les murs, il part dans les taper dans les mosquées, il part dans les poches de ceux qui dirigent. Il y a un problème quand même, il y a un problème. Non mais attendez, là j'insiste quand même, c'est que si les musulmans eux-mêmes ne prennent pas les choses en main, c'est pas l'État. Je vais pas. Ça c'est fini cette époque où c'est l'État qui est décidé à la place des musulmans. Il faut quand même avoir une conscience claire. Mais vous voyez, regardez. Voilà. On va continuer sur cette base-là, si vous le permettez, c'est que les musulmans devront prendre en main leurs responsabilités. Ce n'est pas l'État. L'État, il est indépendant. Donc, l'État ne peut pas décider quelle est la forme. Bon, il peut aider, assister, bon, c'est quand même ce qu'il a fait depuis 20 ans. Bon, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez, les municipalités, quand elles peuvent favoriser pour une construction de mosquées, dans le cas des bailleurs, il y a quand même un certain nombre d'aménagements qui permettent aux organismes publics de faciliter l'expression du culte musulman quand le besoin s'en fait sentir. C'est pas ça. Et si vous voulez, par exemple, par rapport à cette redevance salade, si vous prenez le problème par le haut, on impose par le haut une structure et ensuite, voilà, tels sont les tarifs et tout, qu'est-ce que vous allez avoir? Les premiers qui vont vraiment, et d'ailleurs qui se sont déjà signalés, ce sont les organismes professionnels. Les responsables d'abattoirs, les gros syndicats des abattoirs, des gros abattoirs, mais aussi les femmes, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas dans des structures syndicales, comme Charal et autres, ils vont dire, ah non, attendez, nous, on n'a pas à obéir à une injonction, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez dans cette affaire, si vous ne prenez pas en compte que vous avez aussi des professionnels de la viande, vous avez tout faux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce consensus se réunisse autour de la table des organisations musulmanes, responsables, et des professionnels de la viande. Vous voyez? Parce que s'ils veulent pas, ils veulent pas. Ils disent parce que vous allez m'imposer par le haut. Mais comme ils vont jouer sur la séparation, bien sûr, ils vont aller voir les 3 mosquées, si elles existent encore dans cette configuration. Ah ben non, vous inquiétez pas, nous on va continuer à vous certifier et tout. Et là aussi, vous ne pouvez pas imposer non plus à tous les organismes de certification. Vous disparaissez et vous vous soumettez tous à... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que du consensus. Vous ne pouvez pas faire par l'autorité, par le haut. Il faut y arriver lentement, sûrement, par des gens qui ont de la maturité, par des professionnels, par des gens qui ont une gestion plus rationnelle, etc. On y arrive. Si vous voulez, c'est beaucoup plus parler là. Si vous voulez, qui est la création d'une redevance qui soit identifiable, transparente et qui profite à tous les musulmans. Exactement, M. Godard, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se pose la question, qui ne connaissent pas tout ça. Hein. J'aimerais bien que vous le sachiez. Ils ne savent rien du tout. Pour eux, déjà, c'est une taxe. Alors, donc, il y a toute l'amalgame qui suit avec. Hein. Donc, ce n'est pas une taxe. Hein. Donc, il s'agit d'une redevance. Et le souci qui se pose, les gens, ils disent, tiens, ce monsieur, ou cette mosquée, ou bien cette organisation, association ou autre,
ils prennent de l'argent au nom des musulmans. Comment puis-je demander des comptes où il va cet argent? Est-ce que c'est possible de porter plainte auprès de parquet pour demander des explications, vu que est-ce que c'est recevable ou pas, vu que tout simplement c'est au nom des musulmans, parce que c'est les musulmans, s'il n'y avait pas de musulmans, il n'y aura pas de demande de certification ou autre, ou bien c'est un marché libre pour n'importe qui. Si il s'agit d'un marché libre, à ce moment-là, il faut annuler complètement le décret de 1994. Voilà. Donc moi, à mon sens... Oui, mais sauf que ce décret, je vous dis, n'est pas basé sur la certification. Ce décret, il est basé sur la nomination. Alors à ce moment-là, il faut annuler le décret, comme vous dites, qui concerne les 3 mosquées, mais aussi annuler celui qui donne aux Bédines de Paris. Parce que là aussi, hein, chez les Juifs, il y a quand même une résistance sévère, il y a des incidents qui sont moins publiques, mais qui sont aussi virulentes, entre le Bédine de Marseille et de Strasbourg, qui disent, bah non, c'est nous qui avons les abattoirs juifs, qui avons les plus grosses consommations, et comment ça se fait que ce soit le consistoire de Paris qui récolte tout. Donc du coup, vous voyez, et puis il y a les mouvements juifs dissidents, enfin, c'est aussi compliqué hein, chez les juifs. Mais bon, voilà. Ce qui m'amène à ma dernière question, M. Godard, vous avez bien fait de faire l'introduction. Là, on est en train de vivre un petit peu l'influence de la religion dans l'espace public. Donc, cette influence grandissante, il y a beaucoup de monde surtout des laïcs, hein, donc il y avait pas mal de personnes qui sont passées dans cette émission, et notamment M. Jean-Pierre Sakoun, qui est catégorique, il veut pas entendre parler des religions, hein, je pèse mes mots, des religions, aucune religion n'a le droit d'imposer quoi que ce soit sur l'espace public, sauf que cet espace public est mélangé par des personnes qui croient à des religions, des juifs, des chrétiens, des musulmans, et on se trouve limite entre la liberté privée et la liberté publique. Vous êtes un homme qui connaît un petit peu le dossier des religions depuis un certain temps. Vous avez une expérience reconnue à l'échelle internationale. J'ai l'impression que la société française passe une charnière. Comment vous le voyez-vous, cette charnière? Bon, ben là, en ce moment, le climat n'est pas au beau fixe, puisque on parle de communautarisme, de séparatisme même, sous motif religieux, alors que si on y regarde de plus près, hein, le religieux en fait partie, mais enfin, c'est un peu plus compliqué que la réduction au religieux de ce qui est le phénomène d'exacerbation du communautarisme. Voilà, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que quand on parle de religion, on parle de foi, on parle de religion à la divinité, au désir de respecter les rituels qui nous permettent d'être en communion avec la divinité, etc., etc. Bon, voilà, c'est la religion, mais il y a aussi, mais ça c'est le religieux en général, vous aussi tout un appareillage, etc. Et si vous voulez, bon, je prends l'exemple, mais c'est valable pour toutes les religions, toutes en ce moment. Il n'y en a aucune qui peut être épargnée à ce point de vue-là, pour aller un peu dans le sens de M. Sakoun, mais c'est qu'effectivement, on est devant un souci de religiosité pour des raisons identitaires et pas de religiosité proprement dit. Quand vous avez un rapport à Dieu, voilà, ça c'est différent. Mais et bon, vous voulez la pureté et tout, mais quand vous êtes pour l'identité, l'affirmation d'une identité musulmane, ou l'identité pentecôtiste, l'identité indienne par exemple, bon ben vous êtes quand même loin du religieux au sens de la. Maintenant, c'est vrai que bon, il peut y avoir une irritation de la part de pas mal de gens je prends l'exemple des musulmans, de dire, mais écoutez, attendez, arrêtez d'être sur la foi. La foi, est-ce qu'elle a vraiment besoin de crier et de hurler l'appartenance à la religion aux yeux de la face du monde? C'est une affaire intérieure. C'est les points de vue que développent de plus en plus des gens comme Tarek Oubrou, par exemple, qui est tout à fait intéressant. Mais c'est-à-dire que dans le fond, les religions en général, voilà. Et donc il se trouve qu'en France, il y a, comme vous dites, 5 ou 6 millions. Parmi ces 5 ou 6 millions, il y en a qui sont un peu plus, fondamentalistes, et c'est une chose, hein, ça c'est par rapport à leur foi, je discute pas, mais qui sont surtout identitaristes.
Je pense que le problème, c'est l'identitarisme, c'est de penser qu'effectivement, on n'est pas un bon musulman que si on porte pas de voile, si jamais on est, on mange pas du halal qualifié. Ça, je peux le comprendre à la limite. Mais je vais prendre d'autres exemples. Hein. Si effectivement, quand il faut avoir du halal, ça, oui, c'est de l'identitarisme. Et ça n'a rien à voir avec l'expression religieuse bien comprise. Voilà. Parce que il est clair votre avis, M. Godard. Donc, parce que là, c'est un constat, tout le monde voit ça. Ce n'est pas que nous, hein. Tout le monde voit ça. Il y a une concurrence folle entre les religieux sur la prise de la laïcité. Moi, je suis plus laïque que vous. Moi, j'ai le droit de faire ça par rapport à vous. Oui, et cette concurrence, et cette course folle pour avoir la main, et pour dire, tiens, moi, je suis le plus religieux, le plus proche de la laïcité. Qu'on arrête. Parce que le souci qui se pose, il est là, soit laïque, soit pas laïque, soit religieux, soit pas religieux. Si vous êtes religieux, la laïcité vous garantit un espace pour vous s'épanouir, hein, sur un espace qui est connu et reconnu par la loi. Mais par contre, on voit comme quoi la laïcité recule d'une manière assez importante quand même. Ça dépend. Alors pour la laïcité, c'est pas la sécularisation. La laïcité, c'est effectivement les bornes qui sont mises entre la présence de la religion, ce qui est surtout des institutions. C'est pas le cas, mais on va dire qu'effectivement la neutralité absolue des institutions publiques, en particulier des agents publics, ça c'est la laïcité, vous voyez. Mais la laïcité, c'est aussi, faut pas aussi exagérer. La laïcité, c'est de permettre l'égalité entre toutes les religions, d'une part, et la liberté de conscience et la liberté de culte, à la seule condition que ce soit pas attentatoire à l'ordre public. Après, à l'intérieur, c'est l'article 1, la loi 905. À l'intérieur, bon, l'ordre public, la notion est large, ordre public, hein, on peut l'interpréter de manière différente, mais sur la question de la liberté, c'est là aussi où il y a un problème, c'est que la plupart des fondamentalistes ou des identitaristes, je préfère dire identitaristes, vont se battre pour essayer de gagner des points en disant mais moi je suis musulman, je m'affiche comme musulman et donc je veux être et je veux être présent, je veux me montrer comme musulman, je veux m'affirmer comme je veux témoigner comme musulman. Là il y a une exagération, mais c'est une exagération. Est-ce que ça correspond à la foi? Est-ce que ça correspond à un désir d'être effectivement musulman? J'ai besoin de ça moi pour vivre. Je demande à voir, c'est tout. Alors, on va se mettre dans la peau de cette personne, par exemple, qui montre sa religiosité alimentaire, ou bien par rapport à la barbe, ou bien d'autres. Hein. Donc, il n'y a pas que l'islam, qu'on soit clair, toutes les religions. On est en train de généraliser sur l'ensemble. Si on se met dans sa peau de cette personne-là, selon vous, est-ce que ce monsieur, lorsqu'il opte par rapport à une telle attitude, ne montre pas comme quoi il traverse une période pour lui, soit dans sa tête de passer à autre chose, hein, par rapport à sa doctrine qui peut être vraiment radicalisée, hein, ou deux, ça se peut qu'il est en train de montrer comme quoi, oui, je suis musulman, ou je suis juif, ou je suis chrétien, malgré ce que vous pouvez faire sur nous en tant que laïc. Parce qu'il y a cet aspect aussi, il y a des gens qui sont pas radicaux, mais par contre, ils veulent montrer comme quoi il est musulman, comme quoi il est juif. On voit des kippas, on voit plein de choses, hein, et on voit des hijabs intégrales et d'autres, parce que tout simplement pour dire au monde, je suis musulman, ou je suis juif, ou je suis chrétien. Et ça crée un choc énorme dans l'espace public. Ça crée un choc. Mais vous dites chrétien, musulman, juif. Bon, d'abord, chrétien, il faut distinguer les catholiques, les protestants. Chez les protestants, il faut distinguer les évangéliques. Vous voyez que vous êtes obligé de rentrer dans le détail. Mais c'est là le problème. C'est sociale. C'est pas le religieux au sens originel, le système de croyance, etc. C'est une chose, mais c'est différent. Les catholiques et les protestants, c'est très différent. Les protestants, des vieux protestants traditionnels, les réformés, les luthériens en France, effectivement, ils sont complètement sécularisés. Certains d'entre eux ont été promoteurs de cette laïcité, etc. Du coup,
Mais par exemple, chez les catholiques, il y a eu Vatican II à partir de 63-65, entre 63 et 65, qui a effectivement dire, bon, ben voilà, on n'a pas, ce qui est important, c'est de vivre sa foi, c'est pas de la démontrer, etc. Bon, je vais pas revenir sur l'histoire des religions, mais il y a d'autres religions, par exemple, qui effectivement créent des dégâts considérables. Quand vous pensez que l'État comme l'Inde est confronté par rapport à une crise très 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 profonde. C'est-à-dire le BJP, le parti au pouvoir, qui est un parti hindouiste, est en train de voudrait remettre en cause la citoyenneté des non-hindous. C'est quelque chose de gigantesque. Vous vous rendez compte? Non, mais ça, c'est de l'identitarisme. Je crois que c'est la foi dans les Vishnu ou Shiva qui commande d'exclure. Vous voyez, on est dans l'utilisation de la même manière que vous êtes avec les Rohingyas en Birmanie. On a pris le prétexte de l'islamité de ces pauvres gens qui vivaient qui étaient d'origine bengali en Birmanie pour les exclure. Bon, on peut multiplier les effets. Non, mais l'identitarisme, c'est le mal peut-être du XXIe siècle. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a recours. Et puis alors, je n'évoque même pas des excès quand même de protestants du côté protestant, surtout du côté des évangéliques. Enfin, quand même, attendez, Trump, c'est 40 ou 30 ou 50%, je ne sais pas, c'est quand même de l'apport évangélique. Alors, ils sont très actifs en France aussi. Évangélique. Alors évidemment, ça se manifeste pas dans le même domaine que se manifestent les identitaristes musulmans. C'est un autre domaine, si vous voulez. Et puis bon, ils peuvent pas quand même donner de la voix très puissamment, mais par exemple, la remise en cause de l'évolution, des choses comme ça, ce sont des réalités. Et bon, ils lèvent la tête. Et quand même, vous savez, les évangéliques, ils étaient quand même au sein de la Fédération protestante jusqu'en 2010. Faut pas oublier ça. Et donc, ils ont créé leur propre organisme, le Conseil national des évangéliques de France. Alors bon, ils ont le droit, bien sûr, etc., mais ils sont sur des positions beaucoup plus radicales, pas radicalisées, radicales, par rapport à un certain nombre de l'affirmation de la foi. Donc, vous voyez, du coup, c'est un mélange des deux. Je vais pas dire que l'identitarisme ne croit pas ou n'a pas la foi, si, mais voilà, on est sur un mélange des deux. Et si vous voulez, dans le côté musulman, il y a un côté identitariste, entre autres, chez les musulmans aussi, et qui effectivement, et alors, à l'extrême, ce côté identitariste, il est réutilisé à ce moment-là par les extrémistes, alors qui eux versent éventuellement dans la radicalisation, mais ça nourrit quand même en soi. Maintenant, il ne faut pas tout réduire à l'identitarisme. C'est pas l'identitarisme qui produit la radicalisation. Mais néanmoins, il y a une influence étrangère par rapport à ce dossier, et comme on l'a parlé, comme vous l'avez pu constater à travers plusieurs émissions que nous avons pu faire, il y a une influence grandissante quand même des forces des États d'ailleurs, soit sur l'islam consulaire comme on a parlé, soit sur le Moyen-Orient, notamment Émirats arabes unis, et aussi l'Arabie saoudite avec le Rabita et d'autres, et maintenant les Égyptiens qui font un retour assez important. Comment vous voyez ce retour massif des pays soi-disant musulmans, donc ça aussi il faut poser la question, est-ce que sont vraiment réellement musulmans et qui s'intéressent de près et davantage par rapport à cette population dite musulmane en Europe, et notamment le cas de la France, davantage. Est-ce que cela créera encore, rajoutera un pavé dans la mare dans ce dossier qui est déjà compliqué? Bon, de toute façon, la question de savoir déjà pour les pays du Maghreb qui sont quand même beaucoup plus proches de la France, qui en ont une connaissance intime, etc. Je parle essentiellement l'Algérie et le Maroc. Déjà, on proteste, on dit oh là là, allez former les imams à Rabat ou etc. Bon, il y a toutes ces polémiques. Et là, on est avec deux pays quand même avec lesquels nous avons relation privilégiée, nous nous comprenons, nous nous connaissons, etc. Même là, vous voyez, on est dire oui, mais la question de l'islam au Maroc, la question, c'est-à-dire la manière de vivre l'islam au Maroc, c'est pas la manière de vivre l'islam en France. Ça n'a rien à voir. Vous voyez. Alors, imaginez quand même ce que c'est que d'être dans la combinaison. Alors là, vous voulez citer deux pays, les Émirats, et l'Arabie, et l'Égypte. L'Égypte et l'Arabie Saoudite. Là,
là, on est en présence d'une triple alliance. Alors là, c'est très important parce que stratégiquement, je dis pas qu'on l'ait pas connu, mais bon, il y avait toujours des tensions, même si les Émirats et l'Arabie Saoudite ont toujours été très proches. Hein. Même, on va dire que financièrement, c'est les Émirats qui aident l'Arabie Saoudite et pas le contraire, contrairement à ce qu'on pourrait se penser. Bon, bref, ils ont vraiment instauré une sainte alliance, comme on dit, et du coup, ils sont interdépendants et donc ils avancent tous les trois en même temps avec des rôles distribués, chacun dans son domaine. Là, les Émirats, c'est l'argent, avec un organisme qui est basé aussi donc à Dubaï, mais c'est effectivement le financement de El Azhar. Donc tous ces gens fonctionnent ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que le El Azhar, qui n'était pas forcément, qui avait des problèmes d'argent, enfin comme tout le monde, hein, mais depuis que les Émirats se sont mis à fond derrière depuis El Azhar, ils ont des moyens, et puis politiquement, c'est la même pensée, c'est la même stratégie, hein, à Dubaï et au Caire. Donc du coup, ça a des conséquences. Du coup, ils veulent s'étendre au-delà, et par rapport au point de raison stratégique, ils veulent aller voir un peu, et puis surtout en Europe, et surtout à la suite de l'engagement d'un certain nombre de musulmans européens de Daesh, à l'intérieur de Daesh. Mais bon, si vous voulez, c'est vrai que on ne peut pas. Moi, les Émirats Arabes Unis, comment voulez-vous des gens qui sont à Dubaï, hein, puissent penser l'islam de France? Mais ça fait rigoler. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, hein. Qui est un organisme musulman qui a été créé à Dubaï, pour remplacer un petit peu les frères musulmans, l'union des savants musulmans avec Abdawi, et qu'on a mis le numéro 2, Ben Bia, comme étant la personne qui est un peu le penseur de la conscience morale, hein, de cet organisme. D'accord, mais ça fait quoi en France? En France, la question est différente. Vous voyez, on a parlé de la laïcité, on a parlé du halal, on a parlé. On parle de questions qui sont complètement incompréhensibles pour un Émirati. Qu'est-ce qu'il vient foutre? Excusez-moi. Hein. Non, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il vient foutre dans ce bazar français, j'ai envie de dire. Voilà. Je m'excuse un peu. Oui, mais le souci, comme vous l'avez bien pu suivre dans nos différentes émissions, M. Godard, certainement vous avez suivi un petit peu le feuilleton, la mosquée d'Ivry, hein, donc avec le dénommé El Bchari, que vous connaissez, hein, donc et la tentative de mettre la main sur la mosquée d'Ivry. Fort heureusement a été arrêté et stoppé. Il y a cette tentative de mettre la main sur des mosquées, sur des lieux de culte. Et récemment, je crois que vous avez entendu parler de cette tentative aussi par rapport à la mosquée de Clichy. Donc il y a toujours ce besoin de mettre la main sur des mosquées. Est-ce que c'est une volonté délibérée pour déstabiliser la France éventuellement? Semer la zizanie dans ce pays qui est laïque et qui accepte toutes les religions? Est-ce que tout simplement c'est une volonté expansionniste de ces pays pour montrer comme quoi on détient des relais sous forme de mosquées ou sous forme d'institutions à travers le monde, et notamment, comme vous l'avez bien dit au départ, la France qui a une position leader dans le domaine? Tout à fait. Oui, mais c'est bien sûr, parce que on est dans la globalisation, et donc le soft power au niveau de l'islam, ça nécessite plus seulement au niveau de l'OCI, au niveau des pays musulmans. C'est-à-dire que les pays européens sont perçus, même aux États-Unis, mais même les Européens, sont perçus comme un espace à suivre, à contrôler, à avoir un soft power dans le domaine de l'islam, parce que bon, c'est des interférences que ça peut avoir ensuite d'un point de vue sécuritaire, hein. Là aussi, il ne faut pas oublier, d'un point de vue, comme je vous l'ai dit, par rapport à l'Alliance des Trois, et puis d'un point de vue, effectivement, du pouvoir économique équivalent. Parce que je vais prendre l'exemple du Qatar. Hein. Oui. Le Qatar, on a grossi, on a dit oui, finance, etc. C'est-à-dire que je n'ai pas la somme, hein, les enlever. Si vous saviez la quantité d'argent qui était pu être accordée dans la construction des mosquées par le Qatar, mais c'est infinitésimal par rapport aux sommes gigantesques qui aient pu être établies dans le domaine de l'immobilier. Je parle que de l'immobilier, hein. Vous voyez, à Lyon, Paris, bon, il y a Londres déjà. C'est-à-dire que c'est rien du tout. Les sommes, il y a eu des sommes d'argent à
à Mulhouse, à Reims, à Nantes, d'accord, c'est vrai, mais le Qatar était beaucoup plus intéressé, même s'il y avait la chaîne Al Jazeera et Al Qaradawi, avec le Tariq Ramadan, etc. Oui, c'est une réalité. Mais par rapport à la réalité économique de ces pays, un pays comme le Qatar, s'ils étaient beaucoup plus intéressés par le PSG ou pour acheter le Grand Prix d'Amérique, c'est ça. Donc faut quand même voir les grands ensembles. Mais c'est vrai que c'est devenu une constante pour ces pays-là, effectivement, le soft power par l'islam. Oui, c'est important. Il faut suivre ça pour, je vous dis, des raisons et sécuritaires et dogmatiques, pour avoir aussi des alliés au sein même chez les musulmans d'ici, qui pourront s'avérer être des alliés de ces pays-là. Oui, ça c'est clair. C'est clair. Et pourtant, ces pays sont pas nombreux. Les ressortissants de ces pays sont pas nombreux, presque inexistants. Il y a un peu d'Égyptiens, mais pas plus. Non, les Égyptiens sont très peu en France. Voilà. Donc il y a pas de fond par rapport à cette. Il y a pas de fond. Il y a pas d'humain. Il y a pas d'humain. Donc c'est une manière de jouer avec de l'argent, si je bien saisi un petit peu la façon de faire, sauf que le concerné ne suit pas, c'est-à-dire le musulman en France. Mais parce que le musulman en France, il est français. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit intéressé par des combinaisons entre pays arabes? D'accord, il est d'origine arabe, bien sûr, mais bon, en quoi c'est sa vie? Ça ne le concerne pas tous les jours. Et puis au moins la plupart des musulmans, ils veulent voir l'islam ici même en France. Vous savez, oui, heureusement. Donc, du coup, ces soucis, c'est dire oui, le halal, pas le halal. Bon, on en a parlé, vous voyez. Bon, alors il va pas faire de la surenchère dans ce qui est contrôlé pas. Il veut avoir des garanties minimum, c'est tout. C'est pas compliqué. Et comme vous disiez, l'imam moyen, moi j'en connais beaucoup d'imams, leur souci quand on les interroge par rapport, je sais pas moi, du mariage éventuel de leur fille avec un non-musulman, il va dire non mon fils, c'est pas bon, mais c'est pas dire qu'il va arranger la chose, c'est pas ça. Mais il va chercher une solution pratique pour que le musulman, parce que l'islam n'est pas une religion de la contrainte, pour dire écoutez, on va essayer de voir quelle est la meilleure solution pour que vous puissiez vous insérer dans la société française. C'est ça le souci. C'est pas l'identitarisme, c'est une manière exacerbée de contrer, de faire face à la société. C'est souvent des suppositions idéologiques et politiques aussi. On rentre dans un autre domaine, mais le musulman moyen, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vivre sa foi normalement et tranquillement. C'est ça. C'est bien dit, M. Godard. Vivre sa foi et tranquillement, c'est le mot de la fin. Donc c'est tout simplement vivre sa foi. Et malheureusement, donc il y a des forces qui polluent son atmosphère et qui créent l'amalgame auprès des autres composants de la société française. Si vous voulez, des choses qui ont été assez vite. Vous voyez, on a parlé de faits qui s'est déroulés dans les années 90. Ouais. On est en cœur 2020. C'est-à-dire que tout ça, en temps, parce qu'on va dater, si vous voulez, le début de la manifestation dans le champ public de l'islam, à peu près dans les années 80. Il y avait des musulmans avant, bien sûr, etc., mais la construction des mosquées, la création des grandes fédérations, tout ça, c'est les années 80. C'est hier, Donc, du coup, les choses vont vite. Et puis, avec une globalisation du monde, une modernisation qui fait que il faut s'adapter aux nouveaux outils aussi de communication. Tout ça en même temps, ça fait beaucoup. Voilà. Ça fait beaucoup dans l'espace du temps. Merci infiniment, Monsieur Godard, par rapport à cet éclairage fort intéressant. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. À très bientôt. Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible.